audio du secteur retail e-commerce en France, proposé par les Digital Doers. Nous sommes le 19 mai. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Focus sur les dernières tendances e-commerce dans le monde, à lire sur republicretail.fr. Walmart versus Amazon, le trilemme de l'omnicanal au cœur de la lutte entre les géants du e-commerce, à lire sur Wiz.com. H&M va passer d'une entreprise de mode à une entreprise de données, à lire sur fashionunited.fr. Avec ChatGPT, les chatbots connaissent une nouvelle jeunesse, à lire sur le JDN. Et enfin, les changements d'habitude de consommation, un gros risque pour les industriels, à lire sur acturetail.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse publiée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, avant de commencer, je vous invite à découvrir l'épisode 167 avec Marc Ménassé, entre autres cofondateur du fonds d'investissement Founders Future. Nous y parlons investissement, entrepreneuriat et bien sûr e-commerce. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Focus sur les dernières tendances e-commerce dans le monde, à lire sur republicretail.fr en date du 16 mai. Comment se porte l'e-commerce dans le monde au premier trimestre 2023 ? Quel comportement des consommateurs face à ce contexte inflationniste ? Les ventes en ligne à l'échelle mondiale ont diminué de 2% au premier trimestre 2023. Cette baisse s'explique par la stagnation de la demande aux États-Unis. Alors que l'économie mondiale montre une reprise partielle, les disparités demeurent importantes au niveau européen. L'e-commerce croît dans certains marchés de la zone euro, les plus jeunes comme l'Espagne avec 19% de hausse, tandis que le champion européen des ventes en ligne, le Royaume-Uni, accuse une baisse de 10%. De son côté, la France enregistre une hausse de 4% des ventes en ligne au premier trimestre 2023, alors qu'elle a enregistré une sous-performance de moins 7% à la même période l'année dernière. Dans les autres zones géographiques telles que le Moyen-Orient et l'Afrique ou l'Amérique latine, l'e-commerce enregistre une forte hausse, respectivement 21 et 7% de croissance. Une hausse des recherches, mais un panier en baisse. Avec la hausse des prix constatée en 2022, les consommateurs se sont tournés vers les marques en fonction du prix des produits et de la valeur des promotions. Ils ont délaissé les critères tels que la disponibilité et la facilité du mode de traitement de commande. À l'échelle mondiale, les consommateurs ont prêté plus d'attention au prix à mesure que la situation économique s'aggravait. Ces derniers ont en effet effectué bien plus de recherches avant de passer en caisse. Bien que le trafic ait augmenté, les ventes et commandes en ligne ont continué à diminuer. Les acheteurs ont réalisé davantage de comparaisons de produits avant de passer commande. Au premier trimestre 2023, le trafic mondial des recherches a ainsi augmenté de 6% par rapport à l'année précédente. Néanmoins, lorsque les consommateurs achètent, leurs paniers sont plus modestes. Le nombre d'articles vendus par transaction a diminué de 6% à l'échelle mondiale. La proportion de commandes en ligne passées par les clients existants au premier trimestre a augmenté de 3% par rapport au même trimestre 2022. Néanmoins, les données de l'enquête suggèrent que les clients, même fidèles, se tourneront vers un concurrent après 3 mauvaises expériences. Les consommateurs choisissent en majorité les modes d'interaction numérique lorsqu'ils contactent une marque, à l'image des services de messagerie instantanée, dont le nombre de sessions a ainsi augmenté de 16% au premier trimestre. Walmart versus Amazon, le trilemme de l'omnicanal au cœur de la lutte entre les géants du e-commerce, à lire sur Wiz.com en date du 17 mai. Depuis plus d'une décennie, les analystes du e-commerce observent la course entre les deux mastodontes Amazon et Walmart, chacun pariant sur l'entreprise qui finira par prendre l'ascendant décisif. Voici ma prédiction. Aucun des deux n'a besoin de dominer l'autre et ils continueront tous deux à établir la norme en matière de e-commerce car ils maîtrisent le trilemme omnicanal. En revanche, chaque marque qui veut rester compétitive peut en tirer des enseignements.
faire face au trilemme. Chaque commerçant omnicanal, autrement dit qui commercialise des produits sur tous les canaux de vente disponibles, est confronté à un trilemme: satisfaire ou dépasser les attentes des clients en matière de rythme de livraison, de choix de produits et de prix, tout en réalisant des bénéfices. Il s'agit d'un véritable exercice d'équilibriste car naturellement, chaque client souhaite le plus grand choix de produits livrés le plus rapidement possible au meilleur prix. Jusqu'à présent, les marques ne peuvent satisfaire que deux des attentes et rester rentables. Un large choix livré en express est une stratégie perdante si le distributeur s'engage également à offrir le prix le plus bas possible. Inversement, celui qui propose les prix les plus bas devra renoncer aux options coûteuses de livraison le jour même et opter pour une gamme de produits plus restreinte. La formule magique et gagnante de Walmart et Amazon. S'il n'est pas encore possible d'offrir simultanément ces trois services aux clients, comment un distributeur peut-il s'imposer ? En suivant l'exemple de Walmart et d'Amazon, les deux géants abordent différemment la livraison, la sélection des produits et le positionnement prix. Chaque approche séduit différents groupes de consommateurs. Vitesse de livraison quasi immédiate chez soi ou par retrait gratuit en magasin. Amazon est le leader de la livraison rapide en 1 heure sur de nombreux marchés avec Prime Now, le jour même ou le lendemain pour des millions de produits, réalisables grâce à un réseau dense de points de distribution locaux ainsi qu'à l'offre de Fulfillment by Amazon, le fameux FBA. Bien qu'il dispose d'un énorme réseau de magasins, Walmart n'a pas encore affronté Amazon sur la livraison en 1 heure d'articles non alimentaires. Son point fort réside dans le retrait gratuit en magasin le jour même pour les articles en stock et la livraison gratuite en magasin pour son vaste catalogue de produits en ligne. Prix, moindre coût ou commodité de service. Les options de retrait gratuit de Walmart attirent les acheteurs sensibles au prix qui ne voient pas d'inconvénient à se déplacer. Ce modèle est économiquement intéressant pour Walmart car la livraison de palettes en magasin est moins chère que la livraison de colis individuels aux clients. De l'autre côté, les coûts de livraison d'Amazon sont stratosphériques, plus de 61 milliards de dollars en 2022, d'où un abonnement Prime pour les clients les plus actifs. En mai 2022, l'entreprise a appliqué un supplément carburant et inflation de 4,3% aux marchands dont il gère la logistique, provoquant ainsi une hausse moyenne de 20 centimes des frais supplémentaires sur les colis. Catalogue de produits, choix infini ou sélection intelligente. En matière de choix, le modèle Marketplace d'Amazon surpasse le modèle Walmart. En 2017, Amazon a proposé environ 350 millions de produits, en grande partie des articles provenant de vendeurs tiers, tandis que Walmart en proposait 23,5 millions provenant de ses magasins et de ses centres de distribution et de vendeurs en ligne tiers. De façon générale, les deux entreprises offrent un choix vaste, mais il n'est pas rentable pour Walmart de stocker des centaines de millions de références dans ses magasins et ses entrepôts. L'entreprise se concentre donc sur les articles les plus populaires. Amazon, quant à lui, s'adresse à des demandes clients très précises. Deux vainqueurs sur leur marché. Si aucun des deux distributeurs n'a résolu les trois défis du trilemme omnicanal, ils ont en revanche résolu deux d'entre eux à la perfection. Walmart mise sur la disponibilité des produits en magasin et le prix. Amazon parie sur un catalogue produit et la vitesse de livraison. Vu sous cet angle, les deux entreprises semblent complémentaires. Amazon a une meilleure proposition de valeur pour les clients à revenus élevés qui attendent de l'instantanéité et de la variété. Walmart touche davantage les clients aux revenus plus faibles qui veulent un retrait rapide et des prix les plus bas possibles. Aucun des deux n'a besoin de dominer l'autre, ils peuvent coexister et continuer à gagner des parts de marché en résolvant des problèmes différents pour les acheteurs. Quelles leçons à tirer pour les autres distributeurs ? La clé est de comprendre ce que veulent vos clients, ce qu'ils sont prêts à payer et comment utiliser des facteurs pour se différencier des concurrents. L'expérience client de l'entreprise peut aider à se démarquer dans l'espace omnicanal. Après tout, Walmart contre Amazon, c'est l'histoire de la convergence vers l'omnicanal. Walmart, issu des magasins physiques, et Amazon, pur produit du e-commerce. Au fil du temps, les deux ont évolué dans la même direction en suivant la transformation numérique de l'expérience client. Les technologies de l'omnicanal offrent de nouvelles possibilités, les tests AB, l'achat en ligne versus le retrait en magasin, l'analyse des données en temps réel dans le marketing et le merchandising augmentent les taux de conversion, la recommandation et la personnalisation, pilotées par l'IA,
personnalise l'expérience de chaque client en ligne et en magasin. Les problèmes complexes d'optimisation des stocks et de logistique sont une occasion de se différencier. Amazon et Walmart ont tous deux parfaitement saisi ces opportunités pour mieux servir leurs clients. La convergence qu'illustre Amazon et Walmart montre que la distinction entre le commerce en magasin et le commerce en ligne n'est pas le lieu où se gagnera la bataille. Au contraire, les entreprises qui prospèrent élaboreront une stratégie de commerce unifiée qui s'appuie sur leurs avantages concurrentiels existants et leur permet de pivoter leur stratégie au fur et à mesure que les habitudes des consommateurs et la technologie évoluent. Shoptalk Europe, H&M va passer d'une entreprise de mode à une entreprise de données, à lire sur fashionunited.fr en date du 15 mai. H&M va passer du statut d'entreprise de mode à celui d'entreprise de données. Telle semble être la direction que prend l'avenir du commerce de détail, fortement marqué par l'introduction de l'intelligence artificielle dans le secteur, comme l'a expliqué Alan Baum, directeur de la technologie chez H&M, dans le cadre des conférences qui se tiennent à Barcelone pour Shoptalk Europe, le conseil du géant suédois du secteur. Les données sont tout ce qui compte aujourd'hui. Nous devons écouter l'histoire qu'elles ont à raconter et ne pas les reléguer à soutenir uniquement l'histoire que nous voulons raconter. L'IA, troisième grande révolution pour la vente au détail aux consommateurs. Les trois plus grandes révolutions technologiques de ces dernières années ont été Internet, la révolution technologique la plus importante au monde qui nous a tous connectés, le téléphone portable, l'ordinateur que nous avons tous, et l'IA. Ces trois avancées technologiques vont tout changer dans la façon dont nous vivons au quotidien, dont nous travaillons, dont nous achetons et dont nous faisons ce que nous faisons. C'est là que nous devrions concentrer nos efforts sur l'intégration de ces trois choses et sur ce que cela va nous apporter, a déclaré M. Baum. L'éducation serait la première étape de la liste suggérée par l'expert sur la manière d'intégrer ces innovations dans le secteur du commerce de détail, qui n'hésite pas à placer en deuxième position le fait qu'il faut comprendre que l'on ne peut pas y arriver seul. Il faut être prêt à partager l'information avec les autres. La seule façon d'y parvenir est de disposer d'un grand nombre de données, et aucun d'entre nous ne possède ces données entre les quatre murs de son entreprise. La nécessité d'éduquer et pour évoluer. Comme il le dit, fort de son expérience de plus de 30 ans, au cours desquels il a participé au processus de numérisation de différentes entreprises, la technologie n'est jamais le problème, mais la partie la plus facile à mettre en œuvre. Le problème, c'est toujours le personnel. Tous les services d'appui sont conçus pour empêcher le changement par crainte d'enfreindre une politique, explique-t-il, citant en exemple son expérience chez Coca-Cola, une grande entreprise dont la politique qui empêche souvent la circulation de l'information, même en interne, remonte à 150 ans, dans le but de garder ses formules secrètes. Cela devient une culture, quelque chose qu'il faut beaucoup de temps pour changer, et parfois, la meilleure façon de la changer est de faire des choses en dehors de l'entreprise et de réaliser de petits projets pilotes, presque secrets. Une fois que ceux-ci commencent à porter leurs fruits, vous pouvez commencer à les essaimer avant que la culture ne les ralentisse. Il ne s'agit pas seulement de travailler pour le changement, mais aussi d'être prêt à changer. Chaque entreprise a ses valeurs fondamentales qui doivent rester inchangées à tout prix. Mais je pense que lorsque vous commencez à chercher le changement, vous devez être prêt à changer, explique-t-il. Il cite l'exemple de COS, l'une des marques du groupe H&M, qui a commencé à réfléchir à ce qui se passerait si elle pouvait disposer en ligne d'informations actualisées sur les stocks, aux avantages que cela représenterait pour les travailleurs et à la manière dont cela modifierait l'interaction avec les clients. Disposant d'un délai de 60 jours, ils se sont attelés à l'étude des technologies existantes sur le marché afin de trouver le moyen le plus efficace de répondre à ces questions. Il existe toutes sortes d'opportunités dans la chaîne d'approvisionnement. Lorsque l'on parle d'innovation, la plupart des gens pensent que l'on commence à faire de nouvelles choses avec des données, qu'il faut partir de zéro, mais la plupart du temps, les réponses sont déjà là. Il s'agit juste d'innover dans les blancs. Les blancs et de les rassembler, explique-t-il.
Ils ont donc concrétisé l'idée de proposer des cabines d'essayage intelligentes qui permettent aux clients de commander des articles sans avoir à quitter la cabine d'essayage. Les miroirs reconnaissent les produits en détectant l'article, la taille et la couleur. Dans le cadre du projet pilote installé dans la boutique COS de Beverly Hills, ils offraient également des recommandations personnalisées en matière de produits et de style. Lorsque vous passez la porte, les lecteurs RFID sont encastrés dans le plafond. Chaque produit sait où il doit être. Lorsque vous le prenez et l'emmenez dans la cabine d'essayage, s'il ne vous voit pas, vous touchez simplement le miroir dans la cabine d'essayage et quelqu'un vous apporte la bonne taille, le bon vêtement, puis nous ramenons l'ancien vêtement à l'endroit exact où il doit être. Explique-t-il sur la façon de tirer le meilleur parti de la technologie de localisation des alarmes présentes dans tous les magasins qu'ils ont transformés en une solution innovante. Comment tirer le meilleur parti de vos données clients? La crainte d'un manque de confidentialité et de sécurité a souvent un impact sur la confiance dans le commerce en ligne, car les gens se méfient vraiment du fait que les scientifiques des données travaillent avec des informations sur les consommateurs. Chez H&M, près de 200 millions de personnes sont inscrites à notre programme de fidélisation, un chiffre qui, selon M. Baum, signifie qu'il est possible d'obtenir des informations que l'on ne peut obtenir nulle part ailleurs. Nous devons commencer à éduquer les gens, à les mettre à l'aise dans le partage et à faire tomber les murs qui nous séparent. La quantité d'informations disponibles en ligne aujourd'hui est écrasante, raison de plus pour l'expert en numérisation d'apprendre à faire confiance aux machines, aux algorithmes, laissez les données raconter une histoire et laissez-les raconter leur histoire et n'essayez pas, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, de faire en sorte que les données justifient l'histoire que vous voulez raconter. Nous devons comprendre que le changement radical dans le monde des affaires marquera la façon d'où nous devrons commencer à envisager le nouveau monde. Pardon. Il raconte qu'en discutant avec une entreprise de mode il y a quelques semaines, celle-ci se définissait d'abord comme une entreprise de réseaux sociaux et ensuite comme une entreprise de mode en raison du travail qu'elle effectuait avec les annonceurs. Ce qui l'a amené à concevoir cette communication sociale comme un moyen de faire des affaires. Je pense que chez H&M et d'autres marques, nous allons devoir repenser notre position, notre place dans ce nouveau monde et la manière dont les données vont influencer l'avenir afin de continuer à progresser. Nous sommes encore à mi-chemin de ce voyage, mais d'après son expérience dans la Silicon Valley, il affirme que l'intelligence artificielle est l'avenir car ils n'investissent pas d'argent dans autre chose que l'IA là-bas. Par conséquent, nous devons comprendre que ce changement radical dans le monde des affaires marquera la façon dont nous devrons commencer à envisager le nouveau monde, résume-t-il. Avec ChatGPT, les chatbots connaissent une nouvelle jeunesse à lire sur le JDN en date du 15 mai. Les chatbots n'ont pas toujours tenu leurs promesses de simplicité et de compréhension du client. L'IA générative et ChatGPT entendent combler ces lacunes. Les IA génératives comme ChatGPT vont-elles signer une révolution pour les chatbots? Ces messageries automatisées qui permettent d'échanger avec les marques ont déjà connu un premier rapport avec de l'intelligence artificielle qui leur a permis de mieux comprendre l'intention de l'utilisateur. Pour Florent Gosselin, CPO d'iAdvice, une solution d'expérience conversationnelle pour les marques, l'IA générative est un vrai changement de paradigme. Nous allons passer d'interactions très scriptées à des configurations plus simples à déployer qui vont avoir un impact massif sur l'expérience client et un réel bénéfice pour les marques. Chez Didu, un éditeur de chatbot et voicebot, Mathieu Chanja, le cofondateur, confirme il y a de vraies belles choses à faire cette année. Avant cela, les chatbots ont été source d'expériences décevantes pour les clients. Ils n'étaient pas vraiment intelligents. Pour les faire fonctionner, nous simulions des scénarios. Si le client restait dans le scénario, tout allait bien. Par contre, en dehors, cela ne fonctionnait pas et le client se retrouvait souvent face à un message initial, rappelle Jérémy Barins, vice-président Global Sales Engineering chez Yext, qui propose une solution d'automatisation de la gestion des données. Avec la deuxième vague d'intelligence artificielle, à partir de 2016, les modèles de langage ont donc permis de mieux décrypter l'intention du consommateur. En revanche, la technologie est restée la même, avec un arbre de décision et des scénarios établis
simplement l'IA comprend la question en langage naturel, continue Jimmy Barins. L'apport de l'IA générative ChatGPT avec ses qualités conversationnelles semble être le candidat tout trouvé pour apporter un bénéfice à l'industrie des chatbots. Les IA génératives et leurs dérivés conversationnels sont justement optimisés pour faire interagir l'humain avec l'IA, souligne le vice-président avant-vente de Yext. Depuis fin 2022, ChatGPT est devenu un véritable buzzword. Au-delà du coût marketing, pour Christina Fonseca, vice-présidente product chez Zendesk, une plateforme spécialiste du service client et CRM, il faut regarder ce que nous pouvons automatiser ou pas avec les IA génératives pour libérer du temps aux humains sur les décisions qui nécessitent de l'empathie. L'IA est capable de trier les demandes, de comprendre ce que le client veut et son sentiment. Plus le ton est négatif et plus il faudra faire appel à un humain au lieu d'un bot. Chez Goodays, une plateforme de gestion des interactions clients, le CEO, Nicolas Hammer, ne mise pas sur l'IA générative pour le conversationnel. Il faut faire gagner du temps aux équipes et les privilégier quand elles peuvent faire la différence. L'IA générative permet chez nous d'éliminer les tableaux de bord, les reportings et les résumer en un paragraphe synthétique pour gagner du temps. Il ne faut pas à tout prix automatiser les réponses. Les IA génératives nous permettent de démocratiser l'accès aux données que nous avons sur ce que pense le client, notre cœur de métier. L'IA générative est donc vue comme un assistant donnant accès à un corpus de données synthétiques, phrasées et simples à dire. L'IA peut être prédictive aussi en anticipant certaines choses, comme le jour où il y a le plus d'attentes en caisse, par exemple, ajoute Nicolas Humer. Chez Zendesk, les équipes regardent de plus près ce que les IA font bien, comprendre et manipuler du texte et leurs points forts, donc autant les utiliser pour cela, pour résumer ou peaufiner des réponses, par exemple, continue Christina Fonseca. Des versions bêta déjà en test, buzzword ou pas, les plateformes spécialisées dans la mise en place de chatbots travaillent déjà sur des solutions intégrant ChatGPT. Chez Yext, la solution de chat associe les qualités conversationnelles de ChatGPT à la solution de search maison. Notre modèle transforme la question et la soumet à Yext Search. Nous combinons le meilleur de ChatGPT à notre solution sans le contenu que nous ne contrôlons pas et que nous remplaçons par du contenu de marque, explique dans le détail Jimmy Barins. Yext Chat est en bêta chez 7 des clients de la plateforme et Yext entend lancer la solution début septembre 2023. Chez iAdvice, tout passe aussi par un assemblage entre les algorithmes iAdvice, le moteur de détection de l'intention d'un prestataire et l'IA générative d'OpenAI. Notre secret sauce est la manière dont nous allons instruire l'IA sur la base de nos données. Nous adaptons l'IA générative au processus et aux données spécifiques des marques. Nous rendons l'IA extensible en la connectant à leur système et canaux de communication enfin, nous veillons à ce que l'IA soit contrôlable en surveillant son impact sur l'expérience client et les revenus, témoigne Florent Gosselin. Chez Didu, ChatGPT est utilisé comme un démonstrateur car trop gourmand en énergie contrairement à d'autres modèles de langage. Nous avançons sur des solutions similaires comme Llama ou Vigogne, qui sont des modèles de langage open source. Nous les travaillons avec des données exploitables pour les orienter vers nos besoins, explique Mathieu Chanja. Des risques à prendre en compte. Le risque de l'intelligence artificielle qui invente des réponses est réel. Nous ne pouvons pas déployer un bot qui ne marche pas. Il faut fixer des limites, donner du contexte à l'IA, car elle a été entraînée à répondre à l'aide de l'ensemble d'Internet, avertit Christina Fonseca. Ces modèles hallucinent, ils peuvent dérailler car ils fonctionnent sur des probabilités et il arrive qu'ils sortent des énormités avec autorité, ajoute Jimmy Barins. Pour limiter ces risques, les spécialistes du chatbot doivent poser des limites claires. Ces modèles de langage fonctionnent par des probabilités et composent des réponses mot à mot. Les réponses données peuvent paraître très convaincantes, mais être fausses. Il faut cadrer les choses, faire en sorte que les réponses soient adaptées au contexte de la marque, à ses données et à ses règles métiers. Le cadre doit être maîtrisé par la marque pour éviter que l'IA invente, juge Florent Gosselin d'iAdvice.
L'hallucination n'est pas le seul risque inhérent à ces technologies. Si un outil comme ChatGPT peut être paramétré à une température zéro pour qu'il n'invente rien, d'autres problèmes est que les serveurs de ChatGPT sont aux États-Unis et qu'il n'est pas conforme au RGPD. Pour nous, il n'est pas compatible avec nos solutions car nos clients sont pour beaucoup de grands groupes français. Même si nous cantonnons les données à notre base documentaire, elles partent chez OpenAI, ce qui est un problème, avertit Mathieu Changea. Le coût est aussi à prendre en compte. Nous ne pouvons pas utiliser une technologie dont le coût d'une requête est de 10 €, ajoute Nicolas Hammer. Ne pas désengager l'humain. Le risque est, en automatisant totalement les chatbots, est de désengager les équipes de la relation client. Nous pensons qu'il ne faut pas désintermédier le client et les équipes. Nous ne devons pas couper avec le sens de leur métier. Par exemple, dans les propositions de réponse, nous pouvons forcer la personnalisation avec 4 ou 5 paramètres à compléter, explique Nicolas Hammer. Pour Jimmy Barnes de Yext, il ne faut pas non plus négliger la recommandation et la personnalisation. Au-delà des données, la marque doit pouvoir aussi influencer la réponse. Par exemple, pousser un produit mis en avant plutôt qu'un produit qui n'est pas en stock, complète-t-il. Intégrer ChatGPT au chatbot ne se fait pas sans risque et les plateformes avancent avec prudence sur le sujet. Si nous travaillons dans le software, ne pas intégrer ChatGPT serait une faute. Il y a un gain de productivité, de compréhension évident, mais il faut le faire à bon escient et de la bonne manière, explique Nicolas Hammer. Mathieu Changea n'y voit pas de véritable révolution. Ces technologies ne sont pas toutes nouvelles, mais ChatGPT a remis en lumière les chatbots. Cela nous permet de démarrer des projets que nous avions en tête depuis longtemps, conclut-il. Les changements d'habitude de consommation, un gros risque pour les industriels, à lire sur acturitel.fr en date du 12 mai. Soucieux de protéger leur portefeuille, les Français ont énormément fait évoluer leurs habitudes de consommation ces derniers mois. Ce changement de comportement ferait courir de gros risques aux industriels, selon un spécialiste de la grande distribution. En raison de l'inflation, les consommateurs modifient leurs habitudes de consommation pour réduire leurs dépenses. Certains s'orientent vers les enseignes moins chères ou offrant beaucoup de promotions. D'autres préfèrent faire des arbitrages afin d'acheter le strict nécessaire. Baisse des ventes en grande surface. Ce tri a pour conséquence une réduction des achats et par ricochet une chute des ventes dans les grandes surfaces. Au premier trimestre 2023, les volumes ont baissé de 5% par rapport à l'année dernière, d'après une enquête de l'Institut Circana chez IRI. Ces changements de comportement de consommateurs pourraient coûter cher aux industriels. Invité de BFM TV pour parler d'inflation, Franck Rosenthal, un expert de la grande distribution, affirme que les retailers vont bientôt diminuer les volumes commandés, ce qui sera préjudiciable aux fabricants. Vers un appel à des promotions massives, le spécialiste du retail, du marketing, du commerce note que le marché des crèmes à raser a déjà chuté de 16% sur un an. En cause, le télétravail qui pousse les Français à ne plus se raser quotidiennement. Pour d'autres produits, il s'agit d'une volonté d'économiser. C'est le cas de l'alimentaire, victime de la suppression de repas pour réduire les dépenses. Qu'est-ce qui garantit que les gens vont retrouver leurs habitudes d'avant ? Pour inverser la tendance, les grands industriels iront vers les distributeurs à la rentrée afin de leur demander de faire des promotions massives. C'est ce que pense Franck Rosenthal. Pour qu'il y ait consommation et faire remonter les volumes, il faut évidemment faire des promotions, a-t-il dit. Mais la loi Descrozaille plafonne les promotions sur certains produits, une mesure dénoncée par les distributeurs. Même si les produits revenaient à des niveaux acceptables, cela ne suffirait pas à sauver les industriels, estime Franck Rosenthal. Qu'est-ce qui garantit que les gens vont retrouver leurs habitudes d'avant, s'interroge-t-il. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous
autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.